Le terme d'islamophobie est devenu récurrent dans le débat public. Indispensable pour les uns, dommageable pour les autres, il est lui-même un sujet de débat. Si elle lui reconnaît un mérite initial dans son acception la plus rigoureuse, mon invité dans cet épisode, Isabelle Kersimon, met en garde contre les utilisations qui en sont faites par des activistes se réclamant de l'antiracisme. Bonjour, aujourd'hui je reçois Isabelle Kersimon qui est journaliste. Isabelle, vous concentrez votre activité plutôt depuis 2004 sur ce que vous appelez un mauvais concept, entre guillemets, qui s'est pourtant imposé médiatiquement, c'est l'islamophobie. Et vous avez coécrit avec Jean-Christophe Moreau un ouvrage qui s'appelle L'islamophobie, la contre-enquête, qui a été publié en 2014. Et vous continuez depuis la publication de cet ouvrage à vous pencher sur ces questions. Donc, quelle est la définition communément acceptée, ou en tout cas communément utilisée aujourd'hui de l'islamophobie? Alors, tout d'abord, Islamophobie, la contre-enquête, oui, qui est paru en 2014, est un ouvrage dont j'ai commencé la fabrication en 2009, avec les plus grandes difficultés à trouver un éditeur, à partir de 2009, puisque et même à publier des articles de presse sur ce sujet précis, puisque chaque fois que je m'adressais à un éditeur ou à des rédacteurs en chef, on me répondait que le sujet était trop sensible. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, il est impossible de publier sur ce sujet. Donc je finis, grâce à l'intermédiaire d'un ami écrivain, par rencontrer un éditeur qui accepte de publier ce projet. Voilà, entre-temps, j'ai fait appel à un copain qui était étudiant en histoire, parce que j'avais découvert que ce terme avait été inventé par des administrateurs coloniaux. Et comme lui, il travaillait sur l'Algérie coloniale, je lui ai demandé de participer à ce projet qui me tenait à cœur depuis quelques années. Et depuis, en effet, je continue. C'est un travail de fond, c'est un work in progress permanent. La question est compliquée et elle bouge avec l'actualité politique ou idéologique, plus exactement sans doute, qui anime les relations internationales, mais aussi les différentes mouvances au sein de la République française. Donc, une grosse contribution que j'ai apportée à un ouvrage sur l'islamophobie paru au Québec en 2016 concerne ce que j'appelais moi mon chaînon manquant, qui était en fait ce moment où tout a basculé dans la mouvance antiraciste. Et pour finir de préciser un peu cette biographie, je ne travaille pas sur le concept d'islamophobie depuis 2004, mais depuis 2009, mais en tout cas depuis 2004, je travaille sur l'antisémitisme, le racisme, principalement. Voilà. D'où, en 2009, j'ai commencé à accentuer mes recherches sur ce concept d'islamophobie. D'accord. Parce que je voyais apparaître partout ce mot-là et qu'il m'a interpellée. Alors, j'en reviens à votre question, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, au plan... Non, pas de problème. L'islamophobie signifie stricto sensu que il s'agit de quelque chose qui correspond à une peur ou à un rejet de l'islam. C'est une phobie de l'islam. Mais dans les faits, je dis ça vraiment là sur le plan lexical, parce que historiquement c'est pas ça du tout. Il y a une épaisseur à ce concept dont nous allons en effet discuter. Il se trouve que dans les faits, cette définition, elle délimite le plus souvent un racisme anti-arabe, ou plutôt en France en tout cas anti-maghrébin, habillé de considérations pseudo-religieuses de la part de ceux qui s'y livrent. C'est ainsi que l'insulte bougnoul, melon, bico a cédé la place à muse. Et ainsi, par exemple, avant, on entendait parler de travail d'arabe, formule évidemment éminemment péjorative, et elle a laissé la place à quelque chose comme lèche babouche ou taquilla, dont sont soupçonnés tous les musulmans. Donc l'islamophobie existe en tant qu'elle est le concept qui a remplacé celui de racisme anti-arabe, et en tant que des préjugés racistes qui ne s'avouent plus comme tels. Donc en ce sens,
ce travail que je publie depuis 2014 sur ce concept a été très mal compris, ou je suis désolée de dire récupéré par des figures militantes qui l'ont instrumentalisé à des fins personnelles et qui répètent jour après jour dans certains médias la même litanie, à savoir toute personne de confession musulmane en proie à un différend qui l'oppose à un non-musulman serait par nature une fausse victime, ce qui est absolument scandaleux à mes yeux. Donc on assiste aujourd'hui à un emballement proprement délirant où des paroles discriminantes et essentialisantes devraient avoir droit de citer au motif que tout relèverait d'une critique légitime de l'islam. Malheureusement, je n'entends guère de critiques raisonnées, ni de l'islam, ni moins encore des autres religions. Pour ce qui me concerne, je tiens à le dire, je ne nie pas les actes et les discours anti-arabes, voire anti-musulmans, car ils existent, mais je réfute ce terme. D'accord. Et pourquoi alors justement? Enfin, je veux dire, c'est un peu le... Voilà. Peut-être qu'on peut y venir indirectement à cette question, mais... Alors, pourquoi je le réfute? Alors, il faut qu'on en revienne aux origines. Parce que à l'origine, moi, j'ai rien à reprocher à ce terme. Il est apparu au début du XXe siècle, sous la plume d'administrateurs coloniaux français, qui étaient par ailleurs de brillants universitaires, Maurice Delafosse, Alain Quélien, Paul Marty et d'autres. Donc c'était tous des administrateurs coloniaux. Ils avaient tous étudié soit l'ethnographie, soit les langues orientales. Donc c'était des hommes savants. Et alors l'ironie à cet égard, c'est que ceux qui ont inventé le concept d'islamophobie étaient de purs produits de l'ordre colonial. Donc je me dis parfois qu'il faudrait en informer les indigènes de la République, ou alors riposte laïque, parce que c'était des républicains purs et durs, purs produits de l'ordre colonial. Quand j'entends aujourd'hui les indigènes de la République revendiquer leur combat contre l'islamophobie, je trouve ça assez amusant, puisqu'en fait ce concept a été créé par des colonialistes. D'accord. Mais la définition première du terme est sans ambiguïté, et je suis d'accord avec cela. C'est-à-dire que pour eux, l'islamophobie est le préjugé selon lequel les musulmans sont les ennemis éternels des chrétiens et des Européens, et selon lequel la religion musulmane est barbarie. On peut noter que ces préjugés connaissent un regain de popularité de nos jours, et pourtant, rien à mes yeux, pas même les attentats commis sur notre sol, ne peuvent justifier ces préjugés. En fait, donc, ces administrateurs coloniaux encourageait l'analyse circonstanciée des questions musulmanes dans les colonies françaises. Il refusait tout essentialisme, d'ailleurs qu'il fût négatif, donc islamophobie, ou qu'il fût positif, islamophilie. Donc, d'après leur expérience, il ne fallait pas se laisser abuser par la forme religieuse des insurrections contre les colons français, parce que, remettons-nous dans l'époque, donc le terme apparaît au début du 19e siècle, et puis il y a déjà depuis au début du 20e siècle, et il y a déjà depuis la fin du 19e siècle des bruits sourds de soulèvements possibles qui se font entendre de ces fines oreilles politiques. Donc eux disent bien qu'il ne faut pas se laisser abuser par la forme religieuse des insurrections contre les colons français. D'accord. Pour eux, la religion est un moyen et non pas une cause. Et je pense que cette leçon nous éclaire aujourd'hui également. Donc, l'islamophobie, ou en tout cas l'appel à l'islam, pas l'islamophobie, mais l'appel à l'islam était le moyen de soulever les masses. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'en 1914, l'empereur Guillaume II a noué une alliance avec l'Empire ottoman, et il a aussi tenté d'utiliser l'islam comme levier politique. C'est-à-dire que l'islam était utilisé comme levier politique, pas uniquement par des musulmans. Et les foules moyen-orientales ont d'ailleurs cru que Guillaume II s'était converti. Et ils ont interprété sa visite à Jérusalem, enfin c'est ce qu'on peut appeler une fake news en fait. Il s'est rendu à Jérusalem, et en fait les foules, les masses de l'époque ont été persuadées qu'il avait fait un pèlerinage à la Mecque. Donc c'est quand même des choses qu'il est bon de connaître. Ce qu'il faut connaître aussi, c'est que les jeunes Turcs, donc laïcs, en novembre 1914, alors que la flotte ottomane a agressé les ports russes, eh bien ils ont promis le feu de l'enfer éternel, comme les intégristes qu'on entend aujourd'hui, ceux que j'avais dénoncés pour le salon de Pontoise dans mon article du HuffPost début septembre 2015, Rachid Abou Oudeifa, qui promettait le feu de l'enfer éternel. Eh bien, à l'époque,
On promettait aussi le feu de l'enfer éternel, mais aux musulmans qui étaient engagés dans les armées russes, britanniques et françaises. Donc, j'en reviens aux administrateurs coloniaux. Donc, ils se sont bien élevés contre l'idée essentialisante d'une islamité globale et uniforme. Ils relevaient la richesse et la diversité des identités musulmanes régionales. Et ils avaient la volonté de déconstruire cette idée fausse de communauté musulmane monolithique. Donc, en ce sens, lorsqu'ils avaient affaire à une pensée essentialisante, ils considéraient cette pensée comme islamophobe. Et je ne peux qu'être d'accord avec cela, voyez-vous. Donc, ce terme, je n'ai rien contre, en tout cas, le terme tel qu'il fut inventé. D'accord. Je n'ai pas de désaccord. Mais déjà, à l'époque, une autre définition s'est fait jour, et elle émanait d'un peintre français qui s'était converti à l'islam. Il s'appelait Étienne Dinet, et de son compagnon de route qui s'appelait Slimane Ben Brahim. Alors, à leurs yeux, à eux, foi musulmane et mœurs arabes, donc mœurs d'Arabie, ne font qu'un depuis l'origine de l'islam. Alors, là encore, on constate que cette idée a connu une belle postérité avec le wahhabisme et puis le salafisme, qui sont postérieurs à cette idée-là. Donc, pour Dinet et Ben Brahim, l'islamophobie était un synonyme de blasphème et de racisme. Vous voyez que c'est très compliqué, cette question-là. Moi, je considère que ces deux fervents musulmans, donc Dinet et Ben Brahim, sont les véritables précurseurs du concept tel qu'il a été dévoyé, tel qu'il a été instrumentalisé à des fins politiques tournées contre les non-musulmans, on va dire globalement pour commencer. À mes yeux, ils ont été les premiers à réessentialiser l'islam et les musulmans, alors qu'à l'origine, le concept insistait sur la multi-ethnicité, la multiculturalité et l'aspect plus spirituel de l'islam. Pour ces deux hommes, l'islam était un élément pour ceux qui ont conçu le concept, donc pour les administrateurs coloniaux, au contraire, l'islam n'était qu'un élément de civilisation parmi d'autres qui n'avait pas de conséquences irréversibles sur les populations exposées à son influence. Donc, on peut dire qu'à l'origine, le concept était antiraciste et, à mon avis, c'est peut-être ce qui a séduit des décennies plus tard toute une frange de l'antiracisme historique. Si vous voulez, c'est maintenant qu'on va parler de la problématique et de là où je réfute ce concept. Alors, la création du concept originel d'islamophobie intervient près de 20 ans avant la création des Frères musulmans en Égypte, 1928, et quelques décennies avant que les coutumes wahhabites se répandent dans le monde musulman pour créer, de gré ou de force, cette communauté plus politique que religieuse, ce qui n'est pas une nouveauté, comme on l'a vu, et financée par les pétromonarchies, à savoir la Oumma, c'est-à-dire la grande fraternité pan-islamique. Alors, après nos administrateurs coloniaux, il se passe quelques décennies durant lesquelles ce concept demeure circonscrit dans quelques publications universitaires. Puis, tout commence en octobre 1997 au Royaume-Uni. Alors là, je parle vraiment du concept d'islamophobie en langue française, parce que entre-temps, il y a eu la question iranienne avec la révolution iranienne, avec l'ayatollah Khomeini qui a accusé d'islamophobie des militants et des militantes féministes qui refusaient d'ensevelir les femmes sous le tchador. Mais c'est apparu en anglais puisque le terme n'existe pas dans la langue farsi. Donc ça, c'est une autre aventure, on va dire, du concept. Donc là, je me concentre pour répondre à votre question sur son aventure en France. Donc, pour ce qui concerne la France, après des décennies où il n'existe pas dans le domaine public, il réapparaît en octobre 1997 au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, à ce moment-là, une conscience musulmane a émergé dans les années 80, très probablement inspirée des grands mouvements américains de lutte pour les droits civiques. Alors, on peut constater aussi que de nos jours encore, il y a toute une militance comme ça islamique qui s'inspire de ces grands mouvements de droits civiques aux États-Unis. Mais ce n'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire qu'ils ne font que répéter finalement ce qui s'est produit par rapport à répéter ou perpétrer en tout cas. Bon, toujours est-il que
cette conscience musulmane, donc anglophone, a émergé dans les années 80 en succédant au combat des minorités ethniques, donc à l'antiracisme historique aussi, dont les militants déplorent à ce moment-là l'absence de prise en compte de leur religion. En 97, un think tank multiculturaliste qui s'appelle le Runnymede Trust publie un rapport qui est intitulé Islamophobia, a challenge for us all. Donc vous voyez que ce concept créé par des administrateurs coloniaux, qui a été complètement enseveli par la suite, a été repris par les ayatollahs en 1979, mais il n'a pas atteint la France. Mais il est passé par les États-Unis, donc on verra comment, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, donc on verra comment pour revenir en France. Donc, je pense moi que si cela se produit au Royaume-Uni, c'est parce que dans ces années-là, les frères musulmans ont déjà développé beaucoup d'espaces privés de formation de niveau supérieur et de nombreux outils de communication. Et toutes mes analyses depuis 2009, donc ce que je pense, mais c'est une analyse qui m'est propre, même si elle est reprise par des gens qui balancent des choses comme ça, mais c'est en tout cas les conclusions auxquelles je suis parvenue en étudiant cette question-là. Pour moi, c'est vraiment un outil des frères musulmans, le concept d'islamophobie. C'est d'ailleurs Tariq Ramadan qui commence à le populariser en France. Parce que en 1998, il cite ce rapport du Runnymede Trust dans Le Monde diplomatique, qui est à l'époque dirigé par Alain Grèche. Alain Grèche est largement acquis, sinon aux thèses de Tariq Ramadan, à tout le moins à son charisme. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que en langue anglaise, le rapport du Runnymede Trust était intitulé Islamophobia, a challenge for us all, c'est-à-dire islamophobie, un défi pour nous tous. Or, lorsque Tariq Ramadan cite ce rapport dans Le Monde diplomatique, il travestit le titre d'origine en imposant directement son point de vue, c'est-à-dire que il prétend que la traduction de Islamophobia, a challenge for us all, c'est islamophobie, réalité et non pas fiction. C'est quand même très intéressant. Ah ouais. Donc là, on voit comment c'est une instrumentalisation intellectuelle. Il en existe beaucoup sur à peu près tous les sujets, mais en tout cas, j'ai constaté celle-ci. Donc, 3 ans plus tard, Alain Grèche écrit à son tour sur ce sujet. Il écrit un article très sobrement intitulé Islamophobie. Ouais. Alors, il ne craint aucun paradoxe et il appuie son raisonnement sur les travaux de l'orientaliste Édouard Saïd. Alors, Édouard Saïd écrivait, et il avait raison, qu'il était erroné, mais il écrivait finalement ce qu'écrivaient les administrateurs coloniaux, c'est-à-dire qu'il est faux de réduire l'ensemble des sociétés à dominante musulmane juste à quelque chose appelé islam, ce qui est vrai. Ouais. Donc, nos administrateurs coloniaux, et là je pense aux anticolonialistes, à la Rouya Boutedja, etc., disaient la même chose que ce qu'a dit bien plus tard Édouard Saïd. C'est-à-dire on ne peut pas réduire une société constituée prétendument, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les choses. Et de la même façon, finalement, que Dina et Ben Brahim réduisaient l'islam à une dimension univoque et immuable, eh bien, Alain Grèche, en adoptant le terme d'islamophobie et tous ceux qui défendent ce concept à sa suite, s'est pourtant livré à la même déviance. Alors, un article de Tariq Ramadan, ou plutôt une évocation de Tariq Ramadan en 98, un article d'Alain Grèche en 2003, tout ça ne fait pas entrer le concept dans le débat en France. Ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous rappeler que, au départ, le concept d'islamophobie, moi je n'ai rien contre, que c'est un concept authentiquement antiraciste. Parce que finalement, il a séduit les antiracistes, ce concept. Donc, à partir de 2003, c'est celui qui a vraiment introduit ce concept en France. C'est pas Edoui Plenel, contrairement à ce que j'entends dire, c'est totalement faux. C'est Mouloud Aounit, qui était jusqu'en 2012, année de sa mort, le président du MRAP, donc mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et donc c'est Mouloud Aounit qui a multiplié les communications et les actions en faveur de l'adoption de ce concept. Donc suite à Mouloud Aounit, eh bien, nombre d'associations antiracistes et de défense des droits de l'homme suivront
D'accord. Ça, c'est pour ça, c'est pour l'historique. Après, si vous voulez, je peux entrer Ouais. dans le détail de la confusion antiraciste. Ben alors, ouais, justement, donc ma question suivante, ça peut permettre de clarifier, je pense, parce que j'allais vous demander, j'allais vous demander si le problème central que vous trouvez à la notion d'islamophobie telle que utilisée de manière contemporaine, avec le nouveau sens que vous avez précisé, donc qui est enfin, le sens qui est le même que celui qui avait été utilisé par Dinet, c'est ça? Oui, par Euh, Ibn Brahim, qui était complètement ouais. essentialisant, quoi. Et qui était le sens Ouais. inverse de celui que donnaient les créateurs du concept à l'origine. Mm. Avec cette notion de voilà de blasphème qui est comprise là-dedans. Donc, est-ce que le problème central, on peut le résumer de la manière simple suivante? Euh, le concept tel que souvent, disons, brandi aujourd'hui, assimile la critique de l'islam à une haine de tous les musulmans. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Mm. Pas du tout, parce que le concept d'islamophobie n'a jamais eu une dimension unique. Enfin, en tout cas, le concept d'islamophobie tel qu'il a été dévoyé, on va dire, par Tariq Ramadan et consorts, n'a jamais eu une seule dimension. C'est-à-dire que dès l'origine de sa récupération politique, donc on va dire sous l'aile, quasiment sous l'aile idéologique de Dinet et Ben Brahim, c'est-à-dire de manière extrêmement essentialisante, il ne sert pas, si vous voulez, c'est pour les Iraniens qu'il s'agissait d'une forme de blasphème, pas du Ouais. tout ce qui nous concerne en France. Par exemple, le CCIF n'a jamais attaqué personne en délit de blasphème, ça c'est faux. Non, bien sûr. C'est encore une des imbécilités que je peux lire et entendre sur voilà, chez certaines personnalités qui se mettent en avant avec ces sujets-là, mais qui racontent n'importe quoi, parce que le CCIF n'a jamais attaqué quelqu'un pour blasphème. Ce n'est pas vrai. Mm. Ce n'est pas sa problématique. La problématique du CCIF et de Tariq Ramadan relativement à l'islamophobie, c'est finalement bien au-delà de cela, c'est leur problématique, elle se situe en fait autour du contrôle des femmes, donc autour du voilement des femmes. Et la problématique a consisté à instrumenter les femmes, donc puisqu'ils sont, comment dire, ils sont apparus au moment du débat. Donc le CCIF est apparu au moment du débat qui allait donner lieu à la loi du 14 mars 2004 en France, c'est-à-dire cette loi qui n'est pas une loi de laïcité, hein, qui est une loi de protection de l'enfance, enfin à mes yeux, sur le fait de ne pas porter de signes ostentatoires de religion à l'école. Mm. Donc c'est une loi de sanctuarisation et à mes yeux, et de protection de la conscience infantile. Et donc tout s'est noué à ce moment-là. Donc c'est aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi à ce moment-là que Mouloud Aounit va multiplier les conférences. Ça se produit au moment où la loi n'est pas encore formulée, mais au moment où les débats en France sont très très passionnés sur cette question. Ouais. Parce qu'il s'agit de pouvoir laisser libre des fillettes qui refusent de se voiler. En fait, toute la problématique est venue de là. Souvent, on entend l'inverse aussi, mais non. La problématique, elle est là. Et cette loi, elle a été pensée pour permettre aux fillettes qui ne souhaitaient pas se voiler d'avoir au moins un espace de liberté qui était l'espace de la salle de classe, enfin de l'enceinte de l'école, de manière plus globale. Mm-hmm. Et donc, la question du blasphème, c'est pas, elle concerne pas la militance de l'islamophobie en France. Mm. La militance de l'islamophobie en France, elle s'est créée autour de la question de ce qui allait devenir la loi du 14 mars 2004. Voilà. Et pas autour de la question du blasphème. D'accord. Et donc finalement, enfin, sur quels critères vous récusez l'utilisation courante qui est faite de ce terme-là? En fait, si vous voulez, comme à la base, je récusais pas le concept. Oui. Pour moi, tout a commencé lorsque j'ai étudié les rapports du collectif contre l'islamophobie en France.
Donc, Mhm. ce premier rapport était rendu public sur le dernier trimestre 2003. Donc, il se situe en marge des rapports du ministère de l'Intérieur hein, sur les questions de discrimination. Et donc, quand j'ai commencé à faire des enquêtes sur ce dont parlait le CCIF, mon interrogation n'a plus eu de fin depuis. Parce que d'abord c'était ingérable, ça m'a pris 2 ans à peu près à temps plein pour étudier les rapports qui étaient parus entre 2003 et 2012. Donc j'ai étudié au fur et à mesure chaque année. Ouais. En termes de temps passé, c'était très long parce que il y avait très peu d'informations, c'est-à-dire qu'ils étaient présentés de façon imprésentable, à savoir je pouvais trouver finalement sur un même moment 4 actes qui étaient recensés de manière différente, c'est-à-dire mais il s'agissait du même, c'est-à-dire que à un moment on allait mettre qu'il s'était produit au mois de mars, mais on savait pas ce que c'était. Et puis une ligne suivante, donc comptabilisée, on allait dire que ça s'était produit, je sais pas, Neuchâtel, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Au mois de mars, mais on ne savait pas ce que c'était. Puis la ligne suivante, c'était, il s'est produit au mois de mars, on savait pas si c'était à Neuchâtel, tel truc. Et donc, en fait, il a fallu aller rechercher dans toute la presse locale qu'est-ce qu'il s'était, essayer de deviner. Alors, de quoi parlait-on? Est-ce que c'était au mois de mars? Bon, là, d'accord, j'ai identifié un truc au mois de mars. Donc ensuite, est-ce que c'était à Neuchâtel ou pas? Et de quoi s'agissait-il? Et quelles ont été les suites? Parce que bien souvent, je constatais que les suites judiciaires nous indiquaient que finalement, il n'y avait pas de suite, parce qu'il n'y avait pas d'acte. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur ce que pouvait signifier ce terme. Et donc, comme je vous le disais, le terme d'islamophobie est là pour permettre en fait aux intégristes, c'est-à-dire à ceux qui vont utiliser la religion comme arme politique, et comme on l'a vu, c'est pas nouveau, eh bien, qui va leur permettre, non, qui va pas, c'est pas la question de la critique de l'islam, hein, c'est le fait de permettre aux intégristes d'imposer leurs valeurs en faisant en sorte que leurs contradicteurs soient considérés comme des racistes. C'est plus exactement cela. Ça n'a pas vraiment, pour moi, ça n'a pas vraiment quelque chose à voir, en tout cas pour ce qui concerne la France, avec la notion de blasphème. Ouais, de blasphème, non, mais disons que pour la critique, justement, de la religion, donc de ses dogmes, de ses règles, je pense que, enfin, c'est quand même un peu différent. Disons qu'on peut... Non, parce que en fait, ceux qui critiquent l'islam n'étaient pas jusque récemment considérés comme islamo. Et puis, c'est pas ça. Hein. Vraiment, il faut comprendre que c'est pas ça. Je vous dis, la question, c'est vraiment la question du contrôle social des femmes, la question du voilement des fillettes et la question de de faire taire l'opposition à l'intégrisme. C'est pas le blasphème, hein, véritablement. Hein. La question du blasphème, c'est une question en soi, en fait. C'est une question en soi qui a été portée au niveau des instances internationales pendant de très nombreuses années, mais extrêmement dissociée de la question de l'islamophobie. Donc, les pays musulmans, beaucoup de pays musulmans, l'OCI, en fait, l'Organisation de la Conférence islamique, a tenté pendant des années au sein de l'ONU de faire advenir la notion de blasphème comme une notion de droit. Bon, ce projet a échoué. Et ça n'a pas à voir. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que le fait de critiquer l'islam, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au début, moi, je comprends pas très bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'entends personne critiquer le christianisme, j'entends personne critiquer le judaïsme, quoi. C'est ce que racontent les racistes anti-musulmans. Ah ouais, on peut plus rien dire, ils nous traitent d'islamophobes. Bah ouais, sauf que quand j'entends Lèche Babouche, Takia, Muse, etc., je suis désolée, j'appelle pas ça une critique de l'islam. Ou quand j'entends l'islam c'est la religion des connards qui n'ont jamais rien compris et qui de toute façon sont infoutus de comprendre ce qu'est la démocratie et la République, je suis désolée, j'appelle pas ça une critique de l'islam. Et donc, en fait, il y a maintenant des racistes qui s'abritent finalement derrière, en quelque sorte,
mon décryptage du concept d'islamophobie pour pouvoir produire leur discours en disant non, mais je ne fais que critiquer l'islam, c'est faux. Alors, du coup, je pense que c'est important de préciser déjà pour moi parce que comment dire, donc vous avez bien expliqué que l'islamophobie, c'est un terme qui est utilisé par les intégristes, c'est ce que vous avez dit, pour faire taire leurs contradicteurs et les faire passer pour des racistes. Mais à ce moment-là, j'aimerais comprendre qui sont leurs contradicteurs et en quoi ils les contredisent. En fait, les intégristes, on s'entend bien sur la définition, les intégristes, ce sont ceux qui vont utiliser la religion à des fins politiques. Tout à fait. Donc ce ne sont pas par exemple, les salafistes rentrent pas dans ce cadre-là, si vous voulez, parce que eux n'intègrent pas la vie politique. Voilà. Mais c'est les frères musulmans. Et donc eux ont des objectifs politiques et ils vont ils ont des objectifs politiques au sens où ils veulent faire abroger, par exemple, la loi de 2004 ou faire abroger la loi de 2010. Et en particulier, le collectif contre l'islamophobie en France veut faire abroger ces lois. Donc, moi, par exemple, si je travaille depuis tant d'années sur le collectif contre l'islamophobie, donc sur le CCIF et sur le concept d'islamophobie, c'est aussi parce que je ne veux pas que ces lois soient mises en péril. Donc, je suis une contradictrice. Donc, je me traite d'islamophobe. Voilà. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un qui va nous parler des muses d'Elej Babouche et de l'islam religion de barbarie, je sais pas quoi. Et pour moi, c'est en effet un islamophobe, même si je n'emploierais pas le terme puisqu'il a été dévoyé et que je ne veux pas l'utiliser. Très bien. On peut peut-être parler un peu plus en détail du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Donc déjà, on peut noter qu'il reprend, cette association, ou disons ce collectif, reprend dans ses documents fondateurs l'association étroite. Enfin ça, on en a déjà parlé en fait, mais disons qu'il y a dans ses documents fondateurs, le CCIF parle bien justement, voilà, de critique de l'islam ou des musulmans, mais bon, ça, on vient déjà de clarifier ces questions-là. Et par ailleurs, donc c'est ce que vous avez, vous l'avez mentionné brièvement, le CCIF, d'après vous, gonflerait les chiffres je sais pas comment appeler ça, de victimisation, c'est-à-dire que... En fait, le CCIF s'est donné pour objectif, on va dire, associatif, d'aider les victimes de ce qu'ils appellent l'islamophobie devant les tribunaux. Alors, il y a eu, je veux dire que il y a en effet parmi les actes qu'ils recensaient, il y avait vraiment des problématiques réelles. C'est-à-dire que par exemple, au moment de la loi de 2004 ou même de la loi de 2010, il y avait des fonctionnaires zélés qui comprenaient pas la loi. Et donc, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y avait aussi non seulement des fonctionnaires zélés qui ne comprenaient pas cette loi, mais il y avait aussi des commerçants, par exemple, qui faisaient du refus de service parce qu'une femme portait un hijab. Donc, en effet, il y avait des problématiques. Maintenant, les choses sont plus claires. Mais pour ce qui concerne le CCIF, ils se sont fait connaître en surgonflant. Bon, c'est une technique, mais ils se sont fait connaître en constituant un inventaire bigarré et surgonflé en fait de ces problématiques. Par exemple, ils comptabilisaient comme acte islamophobe une mauvaise interprétation de la loi 2010. Et ce n'était pas un acte islamophobe, c'était un malentendu, quoi. Il n'y avait pas une volonté, quoi. Je veux dire qu'un acte antisémite, il y a une volonté antisémite. Là, il y a pas forcément, ça peut être de l'ordre du malentendu. De la même façon, ils comptabilisaient une question posée à une jeune femme voilée lors d'un entretien, ce qui s'appelait à l'époque encore la NPE. Ou des règlements de compte crapuleux, ou des vols qui relèvent du simple droit commun. Ainsi que des propos qui étaient jugés insultants, mais qui n'étaient pas à proprement parler des propos discriminants.
Et puis alors surtout, D'accord. ce qui est beaucoup plus grave, on pourra revenir sur le détail, c'est des expulsions. Il considérait islamophobes des expulsions de prédicateurs en lien Ouais. avec des entreprises terroristes. Mais par exemple, la chose la plus récente, c'est le faux meurtre le faux meurtre islamophobe de Dreux sur un homme qui sortait d'une mosquée qui s'appelait Arshan Anwar. Et là, j'ai enquêté comme d'habitude et j'ai montré que c'était les suites, c'est que 2 criminels ont été jugés en cour d'assises et que l'un d'eux avait été condamné à 10 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort de cette victime. Donc, et le CCIF comptabilisait cela comme un acte islamophobe, c'était juste un règlement de compte. Un autre exemple, en fait, qui est survenu après les attentats de novembre 2015, le CCIF alerte sur le tabassage islamophobe de 2 passants d'origine maghrébine lors d'une manifestation raciste à Pontivy. Le porte-parole de l'époque, Yasser Louati, a déclaré sur Al Jazeera que la victime avait sombré dans le coma. Donc j'ai continué mes enquêtes comme d'habitude, donc j'ai appelé tout simplement la mairie de Pontivy et on m'a dit qu'il s'agissait pas d'une manifestation raciste, mais d'un affrontement entre identitaires et antifascistes. Et que il n'y avait pas, ce n'était pas un passant d'origine maghrébine qui avait été blessé, mais un pontivien d'origine antillaise. Et que donc il n'était pas 2 victimes, mais il y en avait une seule. Et par ailleurs que personne n'était tombé dans le commun, que cette personne avait eu les dents cassées et une lèvre fendue. Et donc, ce n'est que cela. Ce qu'a fait le CCIF pendant des années, c'est cela, et de très longues années. Donc, il a à ce moment-là intéressé mes confrères et consoeurs. Donc, moi, je me suis mise en guerre entre guillemets. Le terme est un peu fort, mais pour alerter à la fois le monde politique et à la fois le monde médiatique sur les procédés du CCIF. Parce que, en effet, plus préoccupant que cela, il y a quand même des actes comptabilisés comme l'expulsion d'un homme qui s'appelait Orhan Arslan et dont j'ai découvert qu'il avait été expulsé parce que il était considéré comme l'émir du mouvement extrémiste Kaplan, mouvement qui était également appelé le califat de Cologne et qui prône le recours à la violence et au terrorisme et qui est interdit en Allemagne. Et bien pour le CCIF, le fait que la France mette Ömer Öztürk sous le coup d'un arrêté d'expulsion, donc il avait plus le droit d'entrer en France, pour le CCIF, c'était islamophobe. D'accord. La même année, ça c'était en 2004, le CCIF écrit dans son rapport qu'un certain monsieur Chérif, imam de Brest, a été expulsé parce que le ministère lui reproche son prosélytisme en faveur d'un islam radical et ses relations actives avec la mouvance islamiste prenant des actes terroristes. Et le CCIF donc déplore. Mais j'ai fait mon enquête sur ce fameux Abdelkader Yahya Chérif et il avait notamment appelé au djihad, d'inviter les fidèles à se réjouir des attentats de Madrid, etc. Il y en a plusieurs de la sorte. Très bien. Donc, vous comprenez bien dans ces circonstances que lorsque je découvre tout ça, je ne peux pas me dire que il y a aucun problème avec ce concept d'islamophobie, quoi. Donc voilà, tout ce que je reproche à ce concept, c'est qu'il est l'instrument d'un islam politique. Voilà. D'accord. On peut peut-être changer un petit peu d'angle et parler de, disons, ce que je pourrais appeler la thèse centrale de certains journalistes et universitaires français. Donc on peut penser à Edoui Plenel, son nom a déjà été mentionné, Thomas Deltombe, Marouane Mohamed, qu'il faut pas confondre avec Marouane Mohamed, ancien directeur du CCIF. Oui. Il y a aussi Vincent Gaïssa, il y en a d'autres. Et leur thèse centrale semble être la suivante, enfin c'est ce que vous dites aussi dans l'ouvrage, ou si je me trompe, vous me corrigerez, c'est que les musulmans sont aujourd'hui des boucs émissaires, désignés coupables de certains maux par une partie importante des Français, et qui sont en ceci dans une position similaire à celle des Juifs en France, à la fin du 19e mais au début du 20e siècle. Oui, alors c'est... Bon, j'ai lu tous ces livres, on va dire. Mais même le livre d'Edoui Plenel pour les musulmans a des qualités. Il y a des choses avec lesquelles je peux être tout à fait d'accord. C'est normal, puisque je disais, moi, à la base, ce concept antiraciste, le concept d'origine, il n'y a rien contre, quoi.
Mais Plenel a écrit ce livre, s'en explique-t-il, en pensant plutôt à la question religieuse d'une manière générale. Donc, mais il a écrit pour les musulmans, en effet, en étant dans une projection et en se projetant à la suite de Zola, plutôt. Mais c'est pas tellement ça qui compte et qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, le concept d'islamophobie se pose comme une forme de substitution à la réalité de l'antisémitisme. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le premier universitaire à publier sur l'islamophobie, donc en France, c'est en 2003, et c'est justement Vincent Gisser dont vous parliez. Donc, il publie en 2003 un essai qui est pas un essai, en fait, c'est plutôt un pamphlet, c'est plutôt un cri de colère et qui est analysé, justement, que j'avais analysé dans Islamophobie, la contre-enquête, mais qui ne tient pas la route. Hein. Enfin, bon, je vais pas vous refaire le livre Islamophobie ou le chapitre consacré à ça sur de Gisser, et c'était juste pour lui une réponse à la nouvelle judéophobie qu'avait publié Pierre-André Taguieff quelques mois plus tôt. D'accord. Et alors là, on tombe des nues parce que qu'est-ce qu'on lit, entre autres inepties dans cette nouvelle islamophobie de Vincent Gisser, on lit, on s'aperçoit qu'il reproche notamment aux médias français de toujours décrire l'Union des organisations islamiques de France, donc l'UOIF, qui est une émanation de l'antenne justement britannique des frères musulmans, eh bien de la décrire comme une émanation des frères musulmans, ce qu'elle est objectivement. Alors voilà, ça c'est en 2003, donc vous voyez, rien de nouveau lorsque Edoui Plenel prend la défense des musulmans. Edoui Plenel, il n'est pas le premier, et puis il n'est pas universitaire, à s'être fourvoyé en fait sur cette question-là. Mais on a aussi, en 2005, le journaliste Thomas Deltombe, qui écrit un essai, donc plus conséquent quand même que celui de Vincent Gisser, qui s'appelle L'Islam imaginaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans l'islam imaginaire ? Il déplore le fait que Abdallah Ben Mansour soit présenté comme un homme influent. Mais pour rappel, Abdallah Ben Mansour, c'est l'un des fondateurs de l'UOIF en France, et c'est le véritable initiateur des campagnes que l'UOIF a menées en 1989 sur l'affaire des collégiennes de Creil. La fameuse histoire des voiles de Creil. Donc, il y a quelque chose et puis bon pareil, j'ai décrypté totalement cet ouvrage de Thomas Deltombe dans Islamophobie, la contre-enquête, en enquêtant à mon tour de nouveau sur chaque reproche qu'il formulait à l'encontre des médias français, puisqu'il avait tendance lui à son tour à essentialiser du coup les médias, les journalistes, etc., en leur reprochant d'être par nature islamophobe, etc. Et donc j'ai montré que tout ça était quand même un peu plus compliqué. Mais on va pas en faire le détail parce que c'est une très longue histoire. Il y a là encore tout un chapitre. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, autant Gisser que Deltombe font écho à un mémoire de maîtrise qui a été écrit en 1999 par un étudiant en histoire contemporaine à l'université de Valenciennes, qui s'intitulait, donc cet étudiant a écrit ça en 1999, eux ont publié respectivement en 2003-2005, il s'intitulait L'Islam en France de 89 à 95 au travers du journal La Croix et du journal L'Humanité, naissance de l'islamophobie. Et à mon avis, ils se sont référés encore un peu plus qu'à cette thèse de cet étudiant, à un ouvrage qui s'appelait L'Islam dans le discours médiatique et l'islam dans l'imaginaire occidental, d'un certain Sadek Rabat, publié aux éditions Al-Bourak de Beyrouth en 1998. Il y avait aussi Franck Frégosi, qui avait écrit en 1997 son mémoire de maîtrise, en se penchant sur les représentations médiatiques, alors non pas de l'islam le concernant, mais de l'intégrisme musulman. Donc on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je note aussi cette confusion du coup employé par Deltombe, alors était-ce volontaire ou ne l'était-ce pas, entre critique de l'islam et critique de l'intégrisme musulman. Alors, et autant pour Gisser que pour Deltombe, il existe une islamophobie quasiment ontologique de la France. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est quand même incroyable, puisque c'est quand même la France, enfin quelque part, à travers ses administrateurs coloniaux, c'est pas qui a dénoncé l'islamophobie.
Très bien. Et vous expliquez vous expliquez aussi que afin de rendre leur analyse plus crédible, donc ces auteurs, donc on peut rementionner Marwan Mohamed, Vincent Gaïssa. Enfin, je sais pas, il faut dire Gesser, apparemment. Mais j'ai tendance à prononcer à l'allemande, Vincent Gaïssa et leurs collègues. Donc, d'après vous, minimise voire nie l'existence de courants sectaires et théocratiques dans l'islam français, déguise tous les terroristes comme Mohamed Merah en loup solitaire et n'envisage même pas en fait que le terrorisme et le sectarisme soient des facteurs qui peuvent expliquer même partiellement la montée d'une méfiance envers l'islam dans la population française. Pour eux, il y a pas vraiment enfin disons, il y a aucune raison autre que la xénophobie qui puisse expliquer une certaine méfiance. Voilà, c'est ça qui est quand même très très difficile à entendre aussi de la part des militants de l'islamophobie. Hein. C'est que il faudrait que les consciences n'associent jamais la problématique de ce qui s'est passé avec Khaled Kelkal. Donc c'était quand même 1994, je crois, en 98. Enfin, mais il y a eu aussi l'attentat de la rue des Rosiers. Enfin, je veux dire que rien n'est neuf en termes non plus de terrorisme en France qui soit lié à des questions liées à une problématique musulmane, quoi. Ouais. Ou politique ou pas, mais souvent politique. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle cela terrorisme, puisque le terrorisme, c'est aussi le fait de vouloir terroriser afin d'imposer par la terreur un projet politique. Tout à fait. Voilà. Donc on est bien là-dedans. Et il est en effet impensable que des gens qui sont touchés, donc victimes de cela, ne se posent pas de questions. Et puis, comment ne pas se poser de questions lorsque l'on lit Dabik et autres littératures djihadistes, donc avec des penseurs, j'ai du mal à dire cela, mais en tout cas avec des chefs idéologiques qui ont une connaissance parfaite d'une partie, en tout cas, du corpus islamique, c'est-à-dire la partie qui leur convient. C'est-à-dire qu'il y a non hadiths, etc., qu'ils vont utiliser et qui n'ont jamais été utilisés par toute autre culture musulmane, quoi. Existe bel et bien dans ce corpus. C'est comme, je sais pas, si nous allions chercher un manuscrit perdu au fin fond au fin fond des souterrains d'un monastère écossais, et que tout à coup on découvrait, je sais pas, un texte apocryphe disant finalement en fait Jésus il a dit faut tous les buter, Dieu seul reconnaîtra les siens. Et donc tout à coup nous découvririons cela. Et puis un pape viendrait nous dire ce texte et doit être reconnu pour une vérité. Et par conséquent, ce pape serait démis parce que d'autres diraient vous êtes complètement dingue, mais il y aurait quand même des gens qui diraient si, puisque lui il l'a dit, puis le neveu du pape, et puis son cousin, et puis je ne sais quel savant, etc. Et ça finirait au fil des siècles par devenir une vérité pour une partie des chrétiens. Et on ne pourrait pas dire que cela n'a rien à voir avec le christianisme, puisque cela aurait été entériné par une partie des chrétiens. J'essaie d'expliquer de la manière la plus simple, mais donc on ne peut pas dire, lorsque l'on lit Dabik ou Dar al-Islam, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport entre une certaine partie du corpus islamique, c'est clair et net. Tout à fait, ouais. C'est pas dire pour autant que l'islam en tant que tel, c'est cela, etc. Ça n'est rien d'autre et ça n'a jamais été rien d'autre et ça n'est autre que cela, non. Ça c'est faux aussi, tout est faux en fait. D'accord. On peut peut-être revenir brièvement, enfin vous avez expliqué au début de l'interview que faire publier l'ouvrage a été très difficile, puisque trouver un éditeur qui pensait que ce serait une bonne idée, c'était pas facile. Et en fait, je vous demande aussi, bon, une fois que vous avez trouvé un éditeur et que le livre a été publié, quelle a été finalement la réception qui a été accordée à l'ouvrage Islamophobie, la contre-enquête? C'est très simple. Il y a eu un seul article
C'est le journal Marianne qui a accordé un quart de page Ouais. à, à quelqu'un que je connaissais à titre Mhm. personnel et qui suivait ce projet que j'avais. Et donc, il a réussi à publier un quart de page sur... C'est tout. Mhm. Voilà. Enfin, un peu plus tard, il y a eu d'autres articles, mais alors bon, là, c'était vraiment très négatif. Par exemple, justement, Alain Grèche, on en parlait tout à l'heure, a écrit dans le Monde diplomatique pour. Alain Grèche a été extrêmement insultant. Ouais. Alors, Alain Grèche a écrit contre l'essai, mais également Adjat et Mohamed, donc les deux sociologues dont nous parlions, qui sont Mm. manifestement proches du CCIF, ont écrit Mhm. deux articles assez répugnants, où en plus on me prend particulièrement à partie, enfin ce qui est quand même assez remarquable aussi, quoi. Moi en tant que femme. Ouais. Oui. Donc l'essai a été attaqué par Le Monde Diplo, donc par Mediapart, voilà. Mhm. Ouais, ouais. Et puis moi, je suis attaquée par le CCIF. J'ai un procès, voilà, qui m'est intenté. Sur quelle est la nature de la plainte alors? La plainte est très drôle parce que il s'agit de chaque phrase que j'ai prononcée lors d'une interview à laquelle je répondais sur France Culture en décembre 2015, où je Mhm. tentais d'expliquer en 5 minutes pour le grand public ce qu'était le concept d'islamophobie, ce qu'était le CCIF principalement. Ouais. Finalement, ils attaquent chacune de mes assertions. Voilà. D'accord. J'ai essayé de condenser en 5 minutes ce que j'avais pu déployer donc sur de nombreux écrits depuis depuis un an à ce moment-là, puisque c'était en 2015. Mhm. Et voilà. Et ils ont attaqué. Par exemple, je disais que le CCIF c'était c'était il faudrait que je retrouve, mais je l'ai pas sous les yeux. Je disais que voilà, leurs statistiques étaient fausses. Je disais qu'ils combattaient la Mhm. loi 2004, la loi 2010. Je disais qu'ils étaient en gros les enfants de Tariq Ramadan. Je disais que oui, ils étaient très peu sur les plateaux de télé, dans les radios, mais alors que sur les réseaux sociaux, c'était quand même autre chose. Euh, Ouais. J'expliquais mon analyse des concepts d'islamophobie, voilà. Et donc tout est attaqué, c'est-à-dire que je vais devoir devant la justice. Donc 2015 et finalement l'audience aura lieu au premier trimestre 2019. Donc je vais devoir expliquer, euh, eh bien, que ce que j'ai dit ce soir-là, je l'ai dit parce que j'avais travaillé ces sujets-là et que je peux Mm. étayer ce que je disais. Oui, j'avais bien sûr dit aussi que lorsque je parlais de leur trafic statistique, j'avais aussi expliqué que ils considéraient comme islamophobes des mesures sécuritaires prises par l'État à l'encontre de personnes plus ou moins liées à des entreprises terroristes. Voilà. Et ouais. Mais je veux dire, on peut pas juste attaquer quelqu'un comme ça pour s'exprimer à la radio. Donc c'est enfin, il vous accuse de diffamation, si je comprends bien. Absolument, absolument. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Ben en fait, j'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si vous voulez rajouter Oui, quelque chose. j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, donc il m'attaque en diffamation. Moi, je n'y vois aucun problème parce que ça va être pour Ouais, moi l'occasion de montrer une fois de plus qu'ils ont tort, que j'ai raison et que je d'accord. peux étayer, voilà, que je n'ai pas parlé en 2015 comme ça, 5 minutes, parce que je m'étais réveillée du mauvais pied, quoi. Et donc, Ouais, bien sûr. je trouve ça très bien. Et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle notion qui émerge encore une fois de djihad juridique où finalement, toute personne de confession musulmane qui porterait plainte en DIF ou je sais pas, ou dénonciation calomnieuse contre quelqu'un non musulman, ferait ce qu'ils appellent aujourd'hui, alors je déteste ça, le djihad juridique. D'accord. Je trouve ça absolument lamentable. Pourquoi des musulmans feraient-ils un djihad juridique? Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis quand je vois, enfin certains procès, je trouve qu'ils sont totalement légitimes, et puis que la République est la même pour tous, que la loi est la même pour tous,
que la justice doit être la même pour tous. Et si on défend la laïcité, la liberté, l'égalité et la fraternité, eh ben je vois pas en quoi, parce que ils seraient musulmans, voire qu'ils auraient des tendances islamistes, approuvées pour certains d'entre eux, ben je vois pas pourquoi on les accuserait de faire un djihad. Quand on défend la République, on la défend pour tous. Et donc moi, je n'estime pas être victime d'un djihad, tout ça pour dire, je n'estime pas du tout être victime d'un djihad judiciaire. Ouais. J'estime que que je dérange le CCIF et je serais contente de me confronter à eux, puisque je n'arrive pas à me confronter à eux au plan médiatique, en tout cas en face à face direct, parce que je me suis beaucoup confrontée via mes écrits et je pense être parvenu à faire comprendre des choses à pas mal de confrères et aussi au monde politique. Ben, ok, très bien. Parlons en face à face devant un tribunal, je suis d'accord. D'accord, bah écoutez, on va essayer de suivre ça alors, et puis on peut peut-être parler un peu plus de cette question de critique de l'islam, parce que quand vous dites que c'est une notion qui vous paraît pas très pertinente, et que la critique du christianisme, la critique du judaïsme, on n'en entend pas parler, bon, on en entend moins parler, mais je veux dire, en tant que simplement qu'activité intellectuelle, je vois aucun problème avec ça, quoi. Qui disent ouais, on peut pas critiquer l'islam. En général, c'est des gens comme Riposte Laïque, quoi. C'est tout. Hein. Je veux dire que personne d'autre, parce que on a des universitaires glorieux qui font ces critiques-là et personne ne leur tombe dessus à bras raccourcis. Ça n'est pas vrai. Hein. Homero Maron-Joupera, par exemple, quand il publie il y a quelques mois Rouvrir les portes de l'islam, lui c'est un ancien frère musulman qui a quitté l'UOIF en 2004. Ouais. Quand il écrit ça, il y va franco, c'est super bien ce qu'il écrit, quoi. Il y va autour de la question de l'esclavage, enfin. Donc il critique l'islam, bon, ben, personne ne le traite d'islamophobe. Hein. Mais on va traiter une Christine Tazin d'islamophobe parce qu'elle dit je critique l'islam, c'est des lèches babouches, s'amuse, c'est ma critique de l'islam à moi. Bah oui. Je sais pas qui c'est, mais d'accord. Post laïque, en fait, c'est des anciens laïcs qui ont été identitaires, anti-musulmans et frontistes. Mais alors, on peut pas décemment, on peut pas dire que c'est une critique de l'islam, quoi. Oui, non, mais il faut faire il faut faire des distinctions, ça c'est. Salman Rushdie, il a été attaqué pour blasphème, pas pour islamophobie, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'était Salman Rushdie. Parce que moi j'avais repris toute l'affaire Rushdie aussi en préparant Islamophobie et la contre-enquête, et Salman Rushdie, à aucun moment l'accusation d'islamophobie a été portée contre lui. Il était blasphémateur, il était blasphématoire. Donc faut pas tout mélanger, quoi. Je suis d'accord. Et la notion d'islamophobie, elle se décalque pas nécessairement, elle peut pas devenir nécessairement synonyme de la notion de blasphème. C'est pour ça. Ah non, certainement. Et le CCIF n'a jamais attaqué qui que ce soit pour blasphème ou pour critiquer l'islam. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils ont attaqué des gens pour des propos discriminants. Et ils ont essayé un petit peu, mais ils se sont toujours concentrés sur la loi de 2004 principalement, mais également celle de 2010. Quoi. Peut-être que j'ai plus en tête ce qui se passe dans les débats en anglais, en fait, parce que là j'ai quand même l'impression que c'est assez différent et que islamophobe est utilisé de manière assez fréquente, voire très fréquente, juste pour des gens qui disent soit moi j'ai quitté l'islam pour telle raison, ou je pense que certains aspects de l'islam sont néfastes parce que, etc. C'est ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais, le terme islamophobie n'a jamais eu un seul sens. Après, on n'est pas rentré dans les différents sens. Ça prend énormément de temps aussi, quoi. C'est-à-dire à quoi correspond l'accusation d'islamophobie selon les lieux et les époques aussi, parce que là, ça n'est jamais la même chose. Donc, j'ai essayé de m'en tenir à la France et particulièrement au CCIF. Et vraiment, le truc du CCIF, c'est pas le blasphème, ça c'est faux, hein. Pas ça du tout, hein. C'est tout à fait. Le CCIF, c'est voiler les femmes, hein. C'est ça son truc. D'accord. Et puis évidemment, mais d'ailleurs, voyez-vous, moi je n'ai même pas subi l'accusation d'islamophobie par le CCIF devant la justice, hein. Mais
mais Ouais. accusation, diffamation. Je veux dire, je suis pas attaquée pour blasphème ou islamophobie. Donc, très clairement, voilà, c'est très clair. Mais vous l'avez subi d'autres personnes qui ne sont pas le CCIF et qui ne sont d'ailleurs pas forcément musulmanes, encore moins islamistes. Si, les islamistes, oui, bien sûr. Ouais. J'en ai bloqué des centaines, hein, parce que j'ai reçu Ouais. d'insultes, voire quelques menaces sur Facebook, sur Twitter. Je suis à tour de bras. Donc, mais des gens comme Alain Grèche, par exemple, aussi, enfin, il faut l'en lancer, quoi. bah oui, mais lui, c'est un précurseur, Alain Grèche. Il a prononcé le mot bien avant le CCIF. Ouais. Donc, c'est son dada. Oui. Un peu comme Plenel, je dis, c'est la substitution. Eux, ils sont de manière très virulente anti-sionistes. Donc, il y a aussi cette question-là qu'on n'a pas abordée, mais aussi cet aspect-là des choses avec une corrélation très claire. Et quand je parle de substitution, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. J'avais donné un séminaire à Normal Sup là-dessus, sur la comparaison entre islamophobie et antisémitisme. Mais il y a déjà un chapitre que j'avais consacré au livre sur ce thème-là. Mais j'ai développé là encore beaucoup de choses. Mais il y a une volonté de substitution, mais qui se situe aussi à un niveau international. Mais comme au niveau international, il y a eu toute une série d'attaques pour faire valoir le délit de blasphème. Mais c'est pas l'objet principal du concept d'islamophobie, en tout cas en France. Voilà. Ouais. Je regardais hier le documentaire de Caroline Forest sur le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Oui, c'est tout le travail, en fait. Elle a mis en scène le travail de Malka Markovic. Elle a travaillé là-dessus pendant des années. Moi, je la lisais déjà dans les années 2000, parce qu'elle faisait partie d'une ONG et c'était vraiment son... Et donc, il y avait tous ses écrits sur Internet. Elle a écrit depuis, elle va republier, là, je crois, au mois de mars, une personne très intéressante à rencontrer, je vous la conseille. Elle est vraiment la spécialiste du sujet, Malka Markovic. Elle était aux Premières Loges, c'était son association qui travaillait sur tout ça et qui s'opposait donc dans l'enceinte de l'ONU à ces coups de boutoir, quoi. Ouais. Je vais noter son nom. Malka Markovic, ouais. C'est elle la spécialiste de la question. Elle était en première ligne et elle a énormément écrit là-dessus pendant des années et des années. Elle a révélé vraiment la problématique. D'accord. Bon, elle n'est pas très connue, hein, mais... Ça n'a jamais fait de mal à personne. Quoi? De ne pas être très connue. Non, mais elle a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Bah, oui, c'est elle, la source, c'est Malka Markovic. Ouais. D'accord. Elle est très très intéressante, passionnante hein, sur ce sujet. Elle pourra vous raconter plein de choses. Ok. Je regarderai alors. Bah, oui, c'est un sujet, c'est un immense sujet et je trouve que je vous remercie infiniment parce que là on a explicité un certain nombre de choses, on a pu préciser un certain nombre de choses et c'est extrêmement salutaire parce que je lis énormément d'âneries sur l'islamophobie et le CCIF. Et je lis des choses qui sont, mais je vous dis, c'est atroce quoi, d'affirmer que parce que ils sont musulmans, ils font un djihad. Je veux dire que alors, on reproche à d'autres de poser des bombes et à certains de faire des procès. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Moi, je préfère les procès aux bombes. Quoi. Ça se défend. J'estime pas que c'est un djihad. Quoi. Moi, quand j'ai déjà fait j'ai intenté des procès à des titres de presse, je faisais pas un djihad, quoi. Enfin, c'est grave. Enfin, je trouve ça très grave parce que dire que les musulmans qui attendent des procès font du djihad, les musulmans qui vous parlent de manière républicaine, en fait, ils font de la taqiya. Bref, il y a des cinquièmes colonnes partout. Ils sont tous dans l'entrisme. Il y a une espèce de conspirationnisme maladif qui se développe et où on ose dire ah ouais là ils vont chialer. En fait, j'entends des choses atroces que j'entendais de la part des antisémites il y a une quinzaine d'années. Ah, encore en train de chialer ces musulmans. Ah, encore en train de se plaindre pour rien. C'est insupportable. Hein. Ça n'est pas possible. Voilà. Et c'est pas parce que l'État islamique qui se revendique de l'islam, de son islam à lui, nous a attaqués, nous a blessés, nous a traumatisés, que ça nous donne le droit d'être dans cette fibre virulente là. Et essentialisante à l'égard de tous les musulmans. Ça nous en donne d'autant moins le droit qu'il y a même des musulmans qui en sont morts en France, quoi. Et en premier lieu, Ahmed Merabet. Et pour lui,
s'appelait-il Imad Ibn Ziaten. Donc ça m'est proprement insupportable. Voilà. Tout à fait. Alors, je pense que vous l'avez bien précisé dans l'interview, donc. J'espère, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que je vous dis, j'entends et je lis tellement de salades sur le concept d'islamophobie et sur le CCIF, de gens qui n'ont jamais travaillé ces questions, mais qui se sont accaparés mon travail pour en faire leur gloriole. Mais du coup, en développant des choses que je trouve extrêmement graves, quoi. Et anti-républicaines, qui plus est. Anxiogènes, belliqueuses, et conspirationnistes, et en un mot cinglé. Ouais. Donc j'espère que c'est bien clair que j'ai un combat. Et je pense que c'était très clair. Là où il se situe, vraiment. Et puis là où il se situe pas, et puis voilà, quoi. J'espère que ce sera clair aussi sur la notion de blasphème, parce que du coup, peut-être les gens vont penser que je nie la problématique du blasphème, ce qui n'est absolument pas le cas, quoi. Alors bon, c'est vrai que ça, on n'a pas exploré, mais bon, vous n'avez pas nié là. Enfin, qu'est-ce que vous appelez la problématique, pardon, blasphème? Mais c'est relativement à l'islamophobie, comme je vous disais, où en fait, Salman Rushdie, qui a été le premier à être pourchassé par les vertuistes, les mollahs vertuistes, l'a été non pas en raison d'une islamophobie supposée, il n'a pas été accusé d'être islamophobe, alors que justement, qui a été accusé d'islamophobie en anglais, islamophobie par les mollahs, c'était pas Salman Rushdie, c'était les femmes qui ne pouvaient pas se voiler. Donc vous voyez, en fait, donc c'est pour ça que pour moi, le concept d'islamophobie, il n'est pas équivalent à la notion de blasphème. Voilà. Ah non, ça non. Non, mais disons, c'est important de faire le distinguo, quoi. Tout à fait. Et il est quand même fréquent que les deux accusations soient lancées envers les mêmes personnes, mais alors justement en général pas par les mêmes personnes. Par exemple, Charlie Hebdo, certains les accusaient d'être blasphématoires, d'autres les accusaient d'être islamophobes. Oui. Mais maintenant, on n'accuse plus Charlie Hebdo d'être blasphématoire. On l'accuse d'être islamophobe. Il y a aussi certains concepts qui ont l'horreur de gloire et qui la perdent. Alors pourquoi on n'accuse plus Charlie Hebdo d'être blasphématoire? Parce que on sait qu'en France, il n'y a plus de délit de blasphème, pas même en Alsace-Moselle. Donc, il ne sert à rien d'accuser quelqu'un d'être blasphémateur. En revanche, on peut accuser quelqu'un d'être islamophobe, puisque, comme on l'a vu, c'est quand même un concept qui, au départ, est antiraciste, comme je vous le disais, et qui a été porté par des antiracistes historiques, comme Mouloud Aounid, ou comme la LDH, où il y a eu une scission. Bon, c'est pareil, ça prendrait des plombs à raconter, mais et donc, on fait plutôt le lien entre islamophobie et racisme. Et ce lien, il peut être fait chez certaines personnes, cependant. C'est-à-dire que il y a en effet des racistes qui vont utiliser la religion musulmane. Autant il y a des intégristes musulmans qui vont utiliser la religion musulmane à des fins politiques, autant il y a des racistes qui vont utiliser la religion musulmane à des fins racistes, mais en se cachant derrière la religion pour exprimer leur racisme anti-arabe ou anti-maghrébin. Et donc, moi, je les appellerais anti-musulmans ou anti-arabes ou anti-maghrébins, ça dépend des propos ou des actes. Quand d'autres, les traiteront d'islamophobes. Tout à fait. Voilà. Donc là non plus, il n'y a pas de... Sauf que le terme que vous utilisez me semble beaucoup moins ambigu, quoi. Ben, en fait, j'ai préconisé aux personnalités politiques, et je pense que ça a assez bien marché depuis 2014, de utiliser le terme de acte et propos anti-musulmans, et non pas d'islamophobe. Et je pense que c'est bien passé, parce que je vois les discours politiques, ils ont vraiment évolué, quoi. Ah ouais, d'accord. Et je vois chez mes confrères de presse, avant c'était tous les 2 mois, il y avait le CCIF dans la presse, les statistiques, machin et tout, et ça n'est plus le cas. Je suis assez contente de mon coup. Et je pense que c'est pour ça que le CCIF me colle un procès. D'accord. Voilà. Au Royaume-Uni, il y a eu aussi une initiative similaire à la vôtre, en particulier avec la fondation Quilliam et Majid Nawaz. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ils essaient aussi entre autres choses, ils luttent aussi beaucoup contre les intégrismes, en particulier violents, mais ils ont aussi milité pour que le terme anti-musulman, qui est beaucoup moins ambigu, soit utilisé à la place de islamophobe. Je sais pas si vous avez suivi. Absolument pas, parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est très intéressant. Là, je suis ravie de l'apprendre. Ouais. Et ben, ils ont bien raison. Bah voilà. Ouais, d'accord. On peut peut-être en rester là néanmoins. Voilà, histoire de quand même de pas vous prendre toute votre soirée.
Mais en tout cas, merci encore. Merci beaucoup à vous, c'est très intéressant cet échange. Puis vos questions sont des aiguillons qui m'intéressent aussi. Super, super alors. Mais écoutez, bonne soirée et puis à bientôt alors. Ouais, merci. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.